plaisir et le bonheur d'accueillir Francis Wolff. Francis Wolff est philosophe, professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Il est à l'origine spécialiste de philosophie ancienne. Il a notamment publié sur Socrate, Aristote et la politique, 2 ouvrages traduits dans de nombreuses langues et réédités régulièrement. Il a également publié au PUF, en réédition 2007, un ouvrage qui s'appelle « Dire le monde » et « Notre humanité » chez Fayard en 2011. Jusqu'à présent, il n'a, à ma connaissance, écrit qu'un seul article sur la musique, d'ailleurs assez difficilement trouvable, mais il a en préparation un ouvrage entier sur la musique. Et je lui laisse la parole. Merci Carole. Donc le titre, c'est « Pourquoi la musique ?» Et lorsque Carole m'a demandé d'intervenir dans ce séminaire, j'ai accepté avec joie parce que je suis un admirateur de sa musique et que je partage une bonne partie de ses convictions musicologiques et esthétiques. Mais lorsqu'il m'a demandé un titre, j'ai dit un peu en l'air « Pourquoi la musique ?» en pensant que sous un titre aussi général, je trouverais bien quelque chose à dire. Aujourd'hui, je dois dire que j'ai un peu honte de ce titre décidément prétentieux et un peu mégalomane. Je ne saurais le défendre que par 2 arguments, l'un étant une circonstance atténuante et l'autre une circonstance plutôt aggravante. Au titre de la circonstance atténuante, je dirais que, contrairement peut-être aux apparences, la question « pourquoi la musique ?» n'est pas un problème oiseux et spéculatif réservé à quelques métaphysiciens de cabinet, mais un des problèmes les plus actuels dans les disciplines empiriques qui prennent pour objet la musique, notamment la biologie évolutionniste et la psychologie cognitive. C'est par exemple une des questions qui est au centre des recherches de cette jeune science, elle a à peine une quinzaine d'années, qu'on appelle la biomusicologie. Pourquoi la musique signifie alors, dans cette discipline, quel rôle adaptatif la musique a-t-elle joué dans l'évolution humaine ? On s'accorde à reconnaître, en effet, que la musique est un universel anthropologique, on ne connaît pas de société humaine si lointaine et si ancienne soit-elle, qui ne connaissent pas la musique. Par exemple, la question de savoir si les Néandertaliens avaient ou non une musique, ces autres humains, n'est aujourd'hui nullement tranchée. Prise en ce sens, la question « pourquoi la musique ?» est en effet héritée de Darwin, qui soutenait que la musique avait précédé le langage et que, je le cite, « les notes et le rythme de la musique furent acquis par les ancêtres mâles et femelles de l'humanité afin de séduire le sexe opposé ». Autrement dit, la musique, ce serait un peu pour l'homme, pour les humains, comme la queue du paon. Cette question, donc, pourquoi la musique, a été revivifiée récemment par la réponse radicale que lui apporta jadis le grand biologiste évolutionniste, peut-être un des plus célèbres au monde, Steven Pinker, qui avait répondu « pour rien ». Il soutenait en effet, je cite, « en termes de cause et d'effet biologiques, la musique ne sert à rien. Elle semble ne viser aucun but tel que la longévité ou la reproduction, ni contribuer à une meilleure perception ou prévision des événements environnants. Contrairement au langage, à la vue, à la raison ou à la connaissance technique, la musique pourrait disparaître sans que le mode de vie de notre espèce en soit modifié. » Et l'anthropologue Dan Sperber en parle même comme d'un, je cite, « parasite évolutionnaire ». Ce qui ne signifie nullement, rassurez-vous, qu'elle ne soit pas extrêmement plaisante pour beaucoup, voire essentielle pour certains, mais que la musique n'a aucune fonction ni aucune finalité pour l'humanité comme telle. Ces thèses marginales, radicales, ont constitué un défi pour la plupart des paléoanthropologues qui s'efforcent, surtout, je le répète depuis une quinzaine d'années, de trouver la place et la fonction de l'apparition de la musique dans l'évolution humaine, et donc sa finalité. J'ajoute qu'une des positions les plus intéressantes aujourd'hui, les plus discutées sur l'origine de la musique, considère, avec de bons arguments, qu'il y eut dans l'évolution humaine un stade antérieur au langage et à la musique, qu'on appelle le stade musilangage, dans lequel cet instrument d'expression et de communication cumulait certains traits incoatifs de ce que nous appelons langage, notamment une sorte de capacité référentielle, et certains traits de ce que nous appelons musique, notamment une grande puissance émotionnelle. Bon. Alors, si je devais faire très rapidement la liste des réponses à la question « Pourquoi la musique ?» les plus couramment avancées dans ces disciplines scientifiques, et même par certains
ethnomusicologues qui se sont ouverts récemment à l'universel. Je citerai pêle-mêle les réponses suivantes qu'on trouve dans la littérature récente. Elles ne sont pas forcément exclusives. La musique permet une coordination des comportements dans le groupe. Elle est le vecteur essentiel de la cohésion sociale. Elle sert essentiellement au maternage, thèse souvent défendue, le rythme et les sonorités des berceuses, par exemple. Elle sert l'expression émotionnelle collective. Au contraire, elle est un régulateur des émotions. Elle permet l'exploration de la flexibilité de l'esprit, etc. Bon, voilà pour ma défense. La question pourquoi la musique n'est nullement oiseuse ou métaphysique. Elle est au centre des théories empiriques les plus actuelles. Mais, et voilà pour la circonstance aggravante, ce que je vais vous proposer n'a aucun rapport avec toutes ces théories scientifiques et relèverait en effet plutôt des spéculations sinon oiseuses, du moins hautement métaphysiques. Aux mauvaises raisons qui sont les miennes, incompétence en biomusicologie, voire en ethnomusicologie, préférence coupable pour les expériences de pensée plutôt que pour le travail de terrain, sans je n'ajoute au moins une bonne, que je tire des recherches même de la biologie de l'évolution. Toutes les raisons qui ont pu justifier l'apparition de la musique il y a quelques dizaines de milliers d'années, peut-être même quelques centaines de milliers d'années, ne permettraient pas de répondre à la question pourquoi y a-t-il de la musique aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on estime généralement qu'il faut au moins 50 000 ans pour que les mutations génétiques bénéfiques à l'espèce se manifestent dans le génome. C'est ce qu'on appelle le décalage évolutionnaire. Or, toutes ces raisons n'expliqueraient donc pas un phénomène radicalement nouveau et extrêmement récent, du moins à l'échelle de l'évolution biologique, phénomène qui est apparu il y a moins de 500 ans. La musique est devenue un spectacle avec des musiciens d'un côté, à droite, et des auditeurs de l'autre, nous. Avant cela, la séparation des uns et des autres était rarissime. Plus encore, l'idée de séparer la musique du mouvement, et pas seulement de la danse, était incongrue. Or, de fait, il se trouve que la musique est aujourd'hui quelque chose qui s'écoute. Pas seulement, bien sûr, il y a des musiques à tout faire, de la musique pour tous usages, pour danser, pour s'étourdir, pour se marier, pour accompagner les funérailles, pour communiquer avec les ancêtres, pour cueillir le coton, pour souligner un moment de suspense, pour vendre des produits de beauté, pour apaiser les passagers, pour faire pleuvoir, parfois pour arrêter la pluie, pour réveiller la nation, pour marcher au pas, pour aller à la guerre ou pour célébrer la paix. Mais le fait est qu'il y a aussi des musiques qui s'écoutent, simplement, en silence. Et cela, je pense, c'était pas prévu au programme de l'évolution. Ma question sera donc plus métaphysique que physique. Pourquoi la musique ? Pourquoi faut-il qu'il y ait de la musique et même aussi de la musique faite seulement pour être écoutée et pas pour suivre les mouvements du corps, par exemple. Mais vous savez, si on fait un tout petit peu de métaphysique, on sait que pour répondre à la question pourquoi, qui est la question du fondement, il faut d'abord tenter de répondre à l'autre question qu'on appelle la question de l'essence. Alors, qu'est-ce que la musique ? Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'étais enfant, j'avais des petits livrets dits de théorie musicale, je ne sais pas si ça existe encore. Un était rose, l'autre était vert, partagés en deux, le livret des questions et celui des réponses. La première leçon du premier cours de la première année était la suivante. Qu'est-ce que la musique ? Et sur le livret vert des réponses, il était écrit « La musique est l'art des sons ». Quel ne fut pas mon éblouissement à l'âge de 8 ans, je crois, en découvrant cette définition. En effet, je pense que ce fut en même temps que mon entrée en musique, mon entrée en philosophie, voire en métaphysique. Il y avait, me semblait-il, dans cet énoncé, tout le pouvoir magique, quasi magique, des formules définitionnelles. Je me répétais avec délice cette expression « la musique est l'art des sons ». Et je me disais « mais oui, mais c'est ça, mais c'est vrai ». Qu'est-ce que la musique ? La musique est l'art des sons. Thèse qui n'est d'ailleurs pas universellement partagée aujourd'hui. Mais bon. En tout cas, je me disais, ma foi, les gens qui font de la musique font de l'art des sons. C'est aussi vrai que d'autres font de la prose, et moi-même, je le fais. Je n'ai guère changé d'opinion. La musique est bien l'art des sons. C'est plus tard que je découvrais là le piège des définitions.
Parce que semblant donner une bonne réponse à un seul qu'est-ce que, elle nous impose de nouveaux qu'est-ce que sans réponse, qu'est-ce que l'art et qu'est-ce qu'un son. Alors, le philosophe, comme la plupart des théoriciens, est évidemment tenté par la première question. Qu'est-ce que l'art? C'est un tort. Quoi de plus tentant pourtant que de poser la question de l'art, concept idéal et valorisé par excellence? Mais c'est là la mauvaise voie. Le mot art est en effet piégé, et j'essaye tant que possible de l'éviter. Dire c'est de l'art, c'est rarement dire ce que c'est-à-dire décrire. C'est presque toujours dire ça a de la valeur, esthétique par exemple. Ce n'est pas catégoriser, c'est évaluer. Écoutez ce dialogue que vous avez sans doute déjà entendu. Je ne l'invente qu'à moitié. Vous trouvez vraiment que c'est de l'art, cette statue de Sou-Chen en crotte de panda? Je trouve plutôt que c'est une pure merde, monsieur. Et les boîtes de merde de Manzani, qui valent aujourd'hui plus de 30 000 € sur le marché, c'est de la merde? Non, monsieur, c'est de l'art. Autre exemple. Et vous trouvez que cette composition de John Cage qu'il a osé intituler 4 minutes 33 pour piano et qui sont en fait 4 minutes 33 de silence, c'est de la musique? Oui, monsieur, c'est à la fois le fondement de toute musique et la critique de son concept traditionnel. Ah oui, moi je dirais plutôt que c'est un foutage de gueule. Bon, vous avez tous entendu ce genre de discussion dans lequel il n'est pas du tout question de savoir ce que c'est, mais ce que ça vaut. Le mot art a toutes les caractéristiques de ces idées creuses, mi-descriptives, mi-normatives, qui ne sont clairement ni l'une ni l'autre. Un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, comme disait Valéry, et en l'occurrence, c'est bien le cas de le dire. Il faut donc, pour appréhender le phénomène musical en général, comme un universel anthropologique, faire abstraction, et je m'en excuse, dans un premier temps, de l'essentiel, c'est-à-dire de tout jugement de valeur, qu'elle soit esthétique, beau, sublime, fort, dérangeant, technique, équilibre, développement, expressive, émotive, ou la valeur historique, religieuse, sociale. Il faut faire dans un premier temps, pour moi, et je regrette que cela suive l'intervention centrée sur à la fois la beauté, l'expressivité et l'émotion des mouvements lents des concertos de Mozart, je fais faire le contraire. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, intéressante ou non, ne m'intéressera pas pour le moment. Enfin, peut-être pas pour aujourd'hui. Je reconnais qu'il serait complètement absurde de s'écrier face à l'enfant à qui on retire sa cuillère pour qu'il arrête de taper sur son assiette « c'est Mozart qu'on assassine ». Il me semble néanmoins qu'une réflexion sur le phénomène musical en général, avec un petit m, si vous voulez, a quelque chose à nous apprendre sur l'art musical, parce qu'en ôtant à celui-ci toute dimension de valeur, elle lui retire sans doute quelque chose d'essentiel, mais le considérant comme un universel anthropologique, elle contribue pas seulement peut-être un petit peu à la compréhension de l'esprit humain, mais en tout cas, puisque c'est à lui et à lui seul que l'on doit qu'il y ait de la musique, au phénomène musical en général. Ainsi, la première question, là, au fait, la seule qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est pas qu'est-ce que l'art, mais qu'est-ce qu'un son? À cette question, le physicien répondra quelque chose comme le son est une vibration de l'air qui se propage et la sensation auditive qui en résulte. Mais nous ne sommes ni acousticiens, ni physiciens, nous sommes, et soyez-le pour quelques instants, métaphysiciens. Petit métaphysicien, certes, mais métaphysicien tout de même. Or, toute métaphysique comporte ce qu'on appelle son ontologie. C'est la question de savoir qu'est-ce qui existe et quels sont les degrés et les modes d'existence. Alors faisons un peu d'ontologie naïve, si vous voulez, rustique, minimale, aussi déflationniste que notre concept de musique, et si possible aussi universel d'un point de vue anthropologique. Nous autres, homines sapientes, sommes donc au monde. Qu'y a-t-il dans le monde? Quelles sont les briques, je vais parler en termes très naïfs, de ce monde face à nous lorsque nous nous contentons de le percevoir? Les constituants élémentaires du monde qui s'offrent à notre perception naïve. Il y a d'abord ce que nous pouvons appeler des choses matérielles. Nous les voyons là devant nous. Elles sont de nature très variée, naturelle ou artificielle, vivant ou non. C'est la pierre, la chaise, la lune, une rose, un chacal, un enfant. Elles ne sont pas seulement existantes comme l'eau et les rêves, elles ont une existence solide,
garanties par trois qualités éminentes. Elles sont dotées d'une unité minimale qui permet de les dénombrer, une chaise, 2 grains de sable, 3 hommes. Elles sont déterminées, c'est ceci ici même. Elles sont donc nommables, une montagne, une maison, un arbre, le chat, un soleil, etc. La question qu'un esprit s'ouvrant sur le monde, un jeune enfant par exemple, peut se poser à leur égard est « qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ?» C'est la question de l'identification qui suppose la possibilité de la reconnaissance et de la réidentification. Est-ce maintenant la même chose ici et là ? Les choses matérielles ne sont donc pas simplement existantes, leur existence est appréhendable rationnellement parce qu'on peut les compter, on peut savoir où elles commencent et où elles s'arrêtent, on peut dire ce qu'elles sont, on peut les reconnaître. L'unité, la déterminité, l'identité sont trois propriétés des choses matérielles qui en font les éléments de base de notre environnement. Ça, l'ontologie n'était pas trop acrobatique. Mais alors ces choses, elles ont aussi des propriétés, et notamment des propriétés sensibles. Par exemple, elles sont visibles. Et ce qui les rend visibles, par exemple, c'est leur couleur et leur forme. Propriétés sensibles. Ces propriétés, dans notre ontologie, on va dire que ce sont des entités de second ordre. Leur existence dépend des choses, mais l'existence des choses ne dépend généralement pas de leurs propriétés sensibles, qui peuvent être changeantes. Pourtant, dans l'ordre de la connaissance, la priorité s'inverse. Les propriétés ont priorité sur les corps, car les propriétés des corps matériels sont ce par quoi ils sont visibles, notamment, pas simplement sensibles, mais visibles, et donc par quoi ils sont primitivement connus. Sans les propriétés sensibles, nous ne saurions sans doute rien des corps. Et les arts visuels, j'ai employé le mot art, j'en suis désolé, mais enfin en tout cas, les techniques qui font des représentations visuelles de dessins, des peintures, des sculptures de ces choses, suivent cette précédence cognitive. Pour représenter les corps, ils vont emprunter leurs propriétés visibles au corps et s'en tenir à elles, ce qui en fera ce qu'on appelle une image. La forme de la chose, ou certaines de ses propriétés topologiques ou projectives, peut tenir lieu de la chose même, par exemple dans la sculpture. Le contour peut suffire, parfois, dans le dessin, la couleur et le contour dans la peinture. Le résultat de l'art, mais avec un tout petit a, si vous voulez, sera une représentation de la chose dans ce qu'elle a d'immobile, d'immuable, donc dans son identité essentielle, comme si elle était toujours là, identique à elle-même. Autrement dit, réduite aux conditions nécessaires et suffisantes à la réponse à la question « qu'est-ce que c'est ?» C'est maman, c'est une chaise, etc. Face à une image de quelque chose, nous disons « c'est cela, c'est bien cela », et même quand il y a du rendu, c'est exactement cela. Notons que ces choses matérielles, par elles-mêmes, ne sont pas sonores, tant qu'elles ne bougent pas. Mais dès qu'elles se meuvent ou dès qu'il leur arrive quelque chose, cela fait du bruit. La branche casse, le vent siffle, la pierre tombe, l'eau coule, le chien aboie, waouh, waouh. Sans corps matériel, il ne peut pas y avoir de son. Mais inversement, l'existence de corps ne suffit pas à ce qu'il y ait des sons. En effet, rappelons-nous, le son est une vibration de l'air qui se propage, blabla. S'il ne se passe rien, aucun bruit n'est émis. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le monde pour que quelque chose en soit audible. Un bruit, un son, c'est donc l'indice d'un événement. Les sons sont des propriétés sensibles des événements au même sens et au même titre que les couleurs sont les propriétés sensibles des choses. Celles-ci sont perçues par la vue, celles-là par l'ouïe. Et de même que les couleurs et les formes, propriétés des choses corporelles, ont elles-mêmes des propriétés. Par exemple, les formes ont une grandeur, les couleurs une luminosité, etc., etc. Les sons, propriétés des événements qui arrivent aux choses, ont eux-mêmes des propriétés. Un son a une durée, brève ou longue, une hauteur, par exemple, ou plusieurs, le plus souvent indistincte et indéterminée, un timbre, le plus souvent mal défini, une puissance fixe ou variable. Lorsque la durée, la hauteur, le timbre, la puissance sont distinctes et déterminées, ce qui est rarement le cas pour les événements naturels, n'est-ce pas ? Eh bien, on parle plutôt de son, en tout cas, c'est la convention que j'emploierai. Dans le cas contraire, on parle plutôt de bruit.
mais ça n'a rien non plus de rigide. Quoi qu'il en soit, les propriétés des propriétés sonores sont ce qu'on peut dire des êtres de troisième rang, si vous voulez. Les sons, c'est-à-dire les propriétés des événements, sont des êtres sans doute, mais moins que les événements, qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont moins que les choses. Là encore, quand on passe de la question que j'ai appelée pompeusement ontologique, c'est-à-dire la question de l'être, à la question de la connaissance, la priorité s'inverse. Les propriétés ont priorité sur les événements. Ce qui veut dire que les propriétés des événements sont ce par quoi ils sont sensibles, notamment audibles. Seuls, sans les propriétés audibles, nous ne saurions rien ou presque rien des événements. Et la musique va suivre cette précédence cognitive, comme nous avons vu que faisait l'image. Elle va, comme les images représentant les choses à partir de certaines de leurs propriétés visuelles, elle va représenter les enchaînements d'événements à partir de leur seule propriété sonore. Alors, arrêtons-nous sur cette idée d'événement sonore. Il faut préciser ce que les sons nous disent du monde. Être à l'écoute, c'est pour un être vivant, quel qu'il soit, être en position d'attente des événements. Comme dit Deleuze, l'animal est aux aguets. Bon. Un son, un bruit, c'est le signe que quelque événement a brisé la régularité rassurante par laquelle la vie se conservait. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer? Voyez le chat qui s'éveille brusquement. Un bruit n'est généralement pas bon signe dans le monde du vivant. Tension de l'écoute, à laquelle succède la détente du retour au calme ou à la régularité, la reconnaissance du familier, ou le silence, on peut se rendormir. Parfois, cependant, le son est bon signe. Maman est là, maman revient. L'univers sonore est donc, au contraire de l'univers des choses, est donc dans la vie réelle le lieu des émotions par excellence. Alors les propriétés visibles renseignent les êtres vivants sur ce qu'il y a dans leur environnement et leur permettent d'identifier et de reconnaître les choses. C'est ça, c'est exactement ça. Mais les propriétés sonores renseignent le vivant sur ce qui se passe dans le monde et lui permet de rapporter le son à sa source. Vue et ouïe se complètent. Pour un vivant qui se contenterait d'être présent au monde pour l'observer, pour le comprendre, et il n'y en a pas. Les vivants, en dehors des êtres humains, ne se contentent pas en général d'observer ou de comprendre les choses qui les entourent. En tout cas, pour un tel être vivant qui se contenterait de contempler le monde pour le comprendre, vue et ouïe serait suffisant. Elle lui donnerait une expérience perceptive complète. La vue est attentive aux choses, l'ouïe est attentive aux événements, et puis les voilà qui coopèrent bien. La vue vient au secours de l'ouïe, l'événement sonore renvoie à la chose matérielle visible, la pierre, le chat, qui est à la fois le support, il n'y a pas de son sans chose, et la cause. C'est le mouvement de la chose qui cause le son. On peut donc à la fois dire ce que c'est, car c'est le bruit de pas, et pourquoi ce qui survient, c'est le chat qui approche. Cette expérience perceptive est complète. Elle suffit à la vie, du moins quand elle est à distance contemplative. Cependant, elle demeure pour le métaphysicien, cette expérience, insatisfaisante. Parce que le monde de la vie ne peut satisfaire ni complètement ni totalement ces deux questions fondamentales du métaphysicien. Qu'est-ce que et pourquoi? Certes, les choses matérielles sont identifiables, mais les conditions de leur réidentification sont toujours précaires et menacées d'incertitude. Tout change, tout bouge, le devenir menace, les choses naissent et meurent, etc. Elles changent, elles ne sont jamais tout à fait les mêmes, et puis les gens qu'on pensait vivants sont désormais ailleurs. Et c'est pourquoi le métaphysicien invente un monde idéal, hors de celui-ci, à la place du monde matériel des choses, un monde où les choses ne sont rien d'autre que ce qu'elles sont, où elles le sont immuablement, un monde d'essence, c'est-à-dire de pure forme, d'idées sans matière. Que fait l'artiste visuel? L'enfant, par exemple, qui fait son bonhomme tétard, l'artiste de la grotte de Chauvet, le barbouilleur du dimanche, Titien, Vermeer, que font-ils? Ils créent, exactement pour les mêmes raisons, un monde d'essence, tout en procédant à l'inverse. Ils prélèvent
ce qui n'est que la pure manifestation sensible, c'est-à-dire visible des choses, la plus extérieure, donc les propriétés visibles, pour les représenter comme si c'était des essences immuables, éternelles. Il imagine un monde d'essences, là où le métaphysicien le conçoit, dans les deux sens du mot imaginer. Il forge dans son esprit, il produit des images, il imagine un monde de choses purement sensibles, sans événement, que le métaphysicien, ou certains métaphysiciens, le conçoivent de manière intelligible. Même effort de part et d'autre avec un autre matériau, la part, ou le pur sensible d'un côté, le pur intelligible de l'autre. Il en va de même de la musique. Certains métaphysiciens imaginent un monde du pur devenir, sans chose. Il n'y a que des événements dans un devenir bizarroïde, où il n'y a pas de choses matérielles. Eh bien, le musicien va représenter ce monde, mais dans le sensible, exactement comme le peintre va représenter votre monde d'essence dans le sensible. Donc, passons du monde visible des choses au monde audible des événements. Ce monde des événements, sans chose, souffre, lui, d'une insuffisance et d'une incomplétude bien plus profonde que celui du monde des choses sans événements. Parce que les choses manquent bien plus dans un monde sonore d'événements que les événements manquent dans le monde idéal des choses simplement visibles. Imaginons en effet un être vivant qui n'aurait que l'ouïe pour percevoir le monde, qui n'aurait de ce monde même, pas de toucher, rien, qu'une expérience purement sonore. Pour cet être, les sons se suivent, plus ou moins attendus, plus ou moins surprenants, comme autant des événements désordonnés. Si nous supposons en outre cet être vivant doté de mémoire, voire de raison, nous pouvons supposer que, comme les prisonniers de la caverne platonicienne, mais une caverne cette fois-ci non pas visible mais purement sonore, il chercherait à maîtriser la redoutable imprévisibilité de cette série d'événements, à en comprendre l'advenu, à embrasser leur succession en un ordre intelligible, et cela à partir des seules propriétés sensibles des événements et indépendamment de toute chose. Pourtant, dans cet univers purement sonore, les sons et par conséquent les événements, toute rigueur, imaginez-le, n'ont pas vraiment d'existence claire et distincte, selon les trois critères que nous avons vus pour les choses matérielles. Ils ne sont pas clairement dénombrables, ils ne sont pas déterminés, ils ne sont pas identifiables, ils ne sont pas réidentifiables. Les sons de la vie, de cette vie réduite au sonore, eh bien, ne sont ni individuables ni identifiables par eux-mêmes. La vie est un brouhaha. Dans ce matériau brut, l'individuation et l'identification des événements demeurent toujours précaires, difficiles. En effet, si vous faites abstraction de tout rapport à leur support ou à leur source, par exemple les choses matérielles, si vous vous bornez aux sons eux-mêmes, indépendamment du reste, il vous est impossible d'identifier les sons, c'est-à-dire de distinguer ce qui vaut pour un son et ce qui vaut pour un autre. Tout est bruit. Un son qui dure est-il numériquement le même? Qu'est-ce qui permettrait de décider sinon qu'est-ce qui permettrait de décider ce qui vaut pour un son? L'absence de silence qui l'interrompt? Le critère est discutable. Un glissando sur un instrument non tempéré est-il un son ou une infinité? Combien de sons? Impossible d'en décider, sinon de façon arbitraire. Dans le déroulement purement temporel, il n'y a pas de repère permettant l'individuation des sons. Certes, évidemment, nous avons une illusion, parce que le chat qui miaule, le verre qui se casse, nous donne bien l'impression de produire un son et un seul. Le miaulement, le bruit du bris. Mais cette individuation illusoire ne provient pas du son, mais de sa source matérielle. Dans l'expérience sensible ordinaire, qui n'est jamais purement auditive, chaque son est généralement rapporté à la chose visible, une chose visible du monde des choses, le chat, le verre. Le miaulement du chat semble être un, parce qu'on le rapporte à un acte du chat. Il apparaît comme un seul événement, parce qu'il est l'action une, rapportée à un chat. Bon. L'illusion de l'identification s'explique de la même façon. Ce qui nous fait croire que nous identifions le son, c'est le rapport à la chose mobile, mais visible, qui est identifiée. Mais si vous faites abstraction de tout rapport d'un son à son support matériel, pour vous borner à l'événement purement sonore, sans chose identifiable, l'événement sonore n'est plus individuable, il n'est plus
vous n'êtes plus capable de répondre à la question aux 3 critères que j'avais donnés tout à l'heure pour les choses. Mais il y a plus, car les choses matérielles, visibles, audibles, le chat, le ver, dans le monde de la perception ordinaire, ne sont pas seulement, dans le monde de la vie, le support, le substrat des événements auxquels ils donnent leur individualité, ils sont aussi tenus pour la cause de ces mêmes événements. C'est cette fois la réponse à la question « pourquoi ?» Pourquoi ce bruit? La réponse n'est pas dans l'événement, mais dans la chose. C'est le chat qui produit le miaulement, c'est le ver qui, en se cassant, produit ce bruit sur le sol. D'ailleurs, c'est généralement à cette identification de la source que dans la vie pratique, le son est utile. Pour des raisons qui tiennent généralement à la préservation de la vie, l'être vivant a tendance à passer immédiatement de la connaissance de l'événement, alerte, il se passe quelque chose, le monde n'est plus en repos, la vie est potentiellement menacée, connaissance qui ne peut être donnée que par l'ouïe, à la recherche de sa source, c'est-à-dire à la chose dont elle dépend et qui la produit. Que se passe-t-il signifie, dans le monde de la vie, le plus souvent, qui va là? Ou encore, quelle chose, objet ou personne produit ce son, c'est-à-dire cet événement. Autrement dit, dans le monde de la vie, les choses sont pensées comme la cause des événements. L'ensemble constitué par les sons entendus, rapportés causalement aux choses vues, ou touchées, en tout cas vues, constitue une expérience complète du monde. Dans l'expérience purement sonore, au contraire de cette expérience-là, eh bien, l'expérience du monde est incomplète, tronquée. Il y manque, je l'ai dit, les conditions de reconnaissance, donc de détermination, d'identification des sons, des événements sonores, et d'autre part, il leur manque leur cause, qui serait donnée dans le monde de la vie par les choses matérielles visibles. Dans un univers purement sonore, les événements s'enchaînent sans être identifiables, c'est un brouhaha, sans pouvoir être expliqués par leur cause matérielle, puisqu'il n'y a pas de choses matérielles. C'est une expérience incomplète et tronquée. Alors, qu'est-ce que la musique? Eh bien, l'expérience musicale, du moins, je ne sais pas ce que c'est que la musique, mais qu'est-ce que c'est que l'expérience musicale? Eh bien, c'est l'expérience dans laquelle nous allons, à l'écoute, au minimum, combler ces 2 manques indépendants du monde de la vie. L'expérience musicale est-elle une expérience perceptive complète? La musique, c'est ce qu'on peut aussi se contenter d'écouter. Elle rend les sons autosuffisants. Elle crée donc un monde idéal d'événements où les choses matérielles ne manquent plus. En effet, l'expérience purement musicale est sonore, mais elle permet de combler l'écart entre une expérience simplement sonore, incomplète et tronquée, et une expérience complète du monde, en devenant une expérience sonore complète. Il va donc falloir comprendre comment la musique va simplement, avec des sons, combler les 2 manques du monde contemplé de la vie, c'est-à-dire le manque d'individuation des sons d'un côté et le manque de causalité des sons qui sont l'un et l'autre dans notre monde environnant, dans notre monde ordinaire, comblé par les choses matérielles. Les rendre autosuffisants, donc les sons, dans un monde imaginaire, idéal et total. Voilà ce que fait la musique. De même que le dessinateur ne prélèvera des choses que leur visibilité purifiée, les choses vues d'un certain point de vue, localisées dans l'espace, et souvent dans un espace bidimensionnel, sans leur matière pour les faire exister dans un monde idéal, sans événement, eh bien la musique fait rigoureusement l'inverse. Le musicien, qu'il soit spontané ou professionnel, ne prélèvera des événements que leur sonorité purifiée de la matière même des choses pour les faire exister dans un monde idéal, sans choses, où elles sont devenues superflues. Donc la musique va combler toute musique, bonne ou mauvaise, artistique ou non, esthétique ou non, va, dès lors qu'elle est entendue comme musique, va combler ces 2 manques. Elle implique l'organisation du sonore et donc l'introduction d'un ordre dans l'expérience. Elle suppose un ordre qui précède et détermine toute expérience musicale particulière. Toute musique particulière est produite, jouée ou entendue dans ce que j'appelle un univers sonore a priori organisé. Avant même qu'il y ait de la musique,
il existe, pour qu'il y ait de la musique, un monde sonore organisé pour être autonome, c'est-à-dire qui va permettre ce que j'ai appelé de combler le premier manque des choses, c'est-à-dire les trois choses qu'ont les choses, si je puis dire, identification, détermination et singularité. Si tout son, tout bruit se définit par son timbre, sa durée, sa hauteur, le musical suppose, tout simplement, a priori, une organisation, elle-même a priori, des timbres, des hauteurs et des durées des sons. On peut en effet soutenir que les trois éléments principaux de détermination du phénomène sonore relèvent d'un ordre rationnel et renvoient ainsi à ce qui constitue trois universaux de la musique. Dans le musical, les timbres des sons deviennent déterminés, fixes, constants, presque, invariables et donc identifiables. Ils ne sont plus obscurs et indistincts comme dans la vie, où l'excès et la confusion des harmoniques qui le composent le rendent indéterminé. Le son d'une flûte paléolithique comme d'un Stradivarius sont en effet fixes et déterminés parce que la composition des harmoniques des sons qu'ils produisent en sont plus ou moins fixes, constants et maîtrisés. Le premier trait universel de la musique, c'est sans doute la maîtrise du timbre et le recours à des instruments. Deuxièmement, dans le musical, les durées des sons deviennent mesurables et commensurables entre elles, au moyen d'un mètre. Ils ne sont pas prévisiblement longs et brefs, comme dans la vie. Leurs durées sont rationnellement organisées comme des multiples d'une durée minimale fixe, c'est ce qu'on peut appeler l'isochronie, qui est un deuxième trait quasi universel de la musique, l'isochronie. D'où se déduit trois idées. L'idée de mesure, qui en est différente, parce qu'elle est par exemple binaire ou ternaire, et presque toutes les musiques ont une mesure, mais pas toutes. Je crois qu'on peut dire que le plein chant, par exemple, a une isochronie, mais pas de mesure. De rythme, qui dépend de la longueur relative des sons successifs, deuxièmement, et éventuellement le tempo, c'est-à-dire la vitesse séparant les temps isochrones, enfin le laps de temps séparant les temps isochrones. Dans le musical, enfin et surtout, les hauteurs deviennent identifiables, par opposition à la majorité des sons naturels dont les harmoniques sont trop nombreuses et permettent rarement l'identification précise de leur hauteur. Mais surtout, ces hauteurs sont organisées en des échelles fixes. C'est là un quasi universel de la musique. Il n'y a pas de gamme ou d'échelle universelle, nous sommes bien d'accord. Mais il y a universellement des échelles. Dans toute échelle musicale, le continu sonore, naturel, est remplacé par un ordre des hauteurs discontinu et étalonné. L'échelle s'inscrit toujours à l'intérieur, presque toujours dans 99,99, etc., cas sur 100, à l'intérieur d'un intervalle cadre, l'octave, au-delà duquel elle se reproduit identique à elle-même. Elle renvoie à un réservoir clos de tous les degrés possibles, délimitant la nature et le nombre d'intervalles à partir desquels sont le plus souvent, mais pas toujours, élaborés différents modes. Quelles que soient les cultures et les théories en usage, le mode consiste en une sélection des degrés de l'échelle, non seulement sélectionnée, mais souvent, le plus souvent, hiérarchisée. Donc tel est l'ordre triple de durée, de timbre, de hauteur, qui est introduit dans le sonore et qui est nécessaire à la production du musical, c'est-à-dire a priori avant toute musique, quelle qu'elle soit. Appelons note le résultat de l'introduction de cet ordre dans les sons. De même que les sons sont des bruits distincts, les notes sont des sons distincts relevant d'un univers discret a priori, d'un certain univers musical, d'une certaine culture musicale. Par différence avec de simples notes, les sons, par différence avec de simples sons, les notes sont donc des sons au timbre déterminé, aux durées commensurables et hauteurs définies par une échelle a priori. Cet ordre triple, institué, a priori, rend possible toute production de musique, et je pense que c'est un universel musical. La conséquence de l'institution de cet univers va permettre à lui seul de combler le premier des deux manques de l'expérience seulement sonore. Vous vous souvenez, manquant du support des choses, les sons n'étaient pas individuables, ni déterminables, ni identifiables. Pas de réponse au « qu'est-ce qui vaut pour un son ? Ce son est-il le même que celui-là » Désormais, dans l'univers musical, je ne dis pas dans une musique particulière, l'ordre rationnel institué par cet univers suffit à pallier ce premier manque
créé par l'absence de choses, le manque d'identité des sons. Car tous les sons appartiennent désormais à un système total où chacun existe, clair et distinct des autres. L'organisation, a priori, du matériau sonore permet de rendre les sons individualisables. Les événements sonores pourront exister à proprement parler dans l'univers musical, chacun lui-même et distinctement des autres, alors que dans l'écoute ordinaire, il ne pouvait exister séparément des choses qui en étaient le support. Les notes, au contraire des sons, sont reconnaissables, identifiables par elles-mêmes, puisqu'elles ont une place et une seule dans l'univers musical. On peut les réidentifier sans le secours d'une chose. Par exemple, dans la musique occidentale, qu'elle soit ou non tonale, on pourra dire c'est une note et une seule, ou c'en est deux. On pourra aussi le reconnaître, quel que soit son timbre ou sa puissance. C'est un do, par exemple. Peu importe qu'on sache ou non le nommer. On pourra dire encore ça, c'est le même do. C'est un do plus fort, moins fort, plus bref ou plus long. Ça, c'est un do produit par un autre instrument, ou c'est encore un do, mais plus haut, plus bas que l'autre, etc. L'organisation du matériau sonore rend donc les sons individualisables, chacun lui-même et distinctement des autres. Être un ceci déterminé, être identique ou différent, ces trois propriétés rationnelles de l'existence nue, qui étaient celles des existences des choses visibles, prennent désormais un sens dans cet univers musical a priori. Toujours pas de musique, remarquez. Quel est le second manque? Le rapport causal. Dans le monde simplement sonore, les choses manquent, j'ai dit, qui soient aussi, deuxième raison d'être les choses dans l'univers perceptif qui est le nôtre, sont cause des sons. Dans la musique, elle ne manque pas. Car la musique va créer dans l'univers musical lui-même, dont je viens de parler a priori, des suites organisées de notes qui vont substituer au son, qui vont substituer dans les sons une autre cause qui ne soit pas matérielle. En effet, tout discours musical institue un ordre de notes dans un deuxième sens du mot ordre. Ce n'est plus l'ordre comme ce système rationnel de notes a priori dont je viens de parler, deuxième sens du mot ordre, c'est un ordre au sens d'un ordre de succession rationnelle. Cette fois, nous passons dans l'univers musical existant a priori à la musique, proprement dite, quelle qu'elle soit. Pour produire une musique, pour entendre quelque enchaînement de sons comme une musique, il faudra produire dans tel univers a priori une suite diachronique de notes entendues comme formant une unité. Dans la musique, je répète, dans n'importe quelle musique, les sons se mettent à être entendus, imaginés, pensés, comme étant causés non par des choses, mais par les sons eux-mêmes, par d'autres sons, par d'autres événements. Au point qu'on peut dire, il y a de la musique pour un auditeur donné lorsque les sons semblent constituer par eux-mêmes un ordre intelligible, c'est-à-dire lorsque les événements sonores, n'est-ce pas, au lieu d'être rapportés causalement aux choses qui les produisent, ce qui peut toujours être le cas évidemment, et de seulement se succéder dans le temps, semblent causés par tous ceux qui les précèdent et être eux-mêmes la cause de tous ceux qui les suivent. Alors, je voudrais insister sur ce terme de causalité sans en avoir le temps, même si Carole m'a dit que j'avais le temps, mais c'était sans doute pour se faire pardonner le fait qu'il avait outrepassé le sien. Donc j'ai peur d'outrepasser celui qui m'est accordé et en particulier d'abuser du vôtre. Sur la causalité, je préciserai que ce n'est pas une causalité normée par des lois, nullement. Je prends causalité, c'est nullement une causalité nécessaire, sinon quel serait le rôle du compositeur, par exemple, quand il y en a. C'est une causalité exactement au sens où vous parlez, où nous parlons de cause dans l'histoire. Causalité historique, si je puis dire, et non physique. Causalité, non pas au sens où c'est un son qui détermine le son suivant, ça ce serait une espèce de causalité de l'enchaînement mécanique, c'est jamais le cas dans la causalité historique, même dans l'histoire dite événementielle, mais l'ensemble des événements présents qui déterminent l'événement suivant. Évidemment, il y a différents niveaux de causalité, que ce soit en histoire ou en musique. Telle note est causée par celle qui les précède dans la mesure, mais aussi plus généralement par l'ensemble du mouvement, par l'ensemble de la phrase, du mouvement, mais aussi par le groupe rythmique, par la tonalité, par l'attraction mélodique, etc. Là encore, c'est exactement comme en histoire. Quelles sont les causes de la Révolution française? Cause immédiate, mauvaise récolte, etc. Cause profonde, cause structurelle, contexte social, économique,
politique, etc. Bon, alors, je vais donner des exemples, ce sera des tubes, des vrais tubes. Alors, il faudra remarquer que ce type d'écoute proprement musicale n'est ni toujours ni nécessairement le produit de l'art. Pour reprendre un exemple classique, non pas mélodique, mais rythmique, les secousses du train contre les rails peuvent être entendues de trois manières. Vous êtes assis dans le train et le train s'ébranle. Alors, la surprise au début, la crainte, l'inquiétude, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on démarre, bon. Cherche la cause du son en une tension pratique d'écoute. Et ça me renvoie à sa cause matérielle. Ah, c'est le frappement des bogies contre les rails. Bon. Par suite, la régularité rassurante des frappements fait cesser toute recherche de causalité réelle et amène la suspension de toute relation pratique. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de tension. C'est la détente. On va pouvoir s'endormir. Mais on peut aussi alors se mettre à écouter les sons comme de purs événements détachés du monde des choses et rattachés seulement entre eux. On est à nouveau en position d'écoute, mais cette fois-ci d'une phrase musicale. On n'entend plus les bogies proprement dit, on entend un rythme, on entend tatatam, 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 tatatam. Les sons se sont détachés des choses qui les causaient, ils semblent appartenir à une seule phrase sonore. Chaque fragment semble causé par ceux qui les précèdent. Telle est la relation, appelons-la esthétique si vous voulez, qui suppose la suspension de toute tension pratique, mais implique une autre forme de tension d'écoute, d'attente, mais d'attente de purs événements sonores, plus ou moins prévisibles, tension vers une autre causalité interne, dans un monde de purs événements sans chose. Sans doute, cette écoute esthétique du rythme régulier des cahots du train n'est pas encore vraiment écoute de musique, ne serait-ce que parce qu'il y manque la première condition, la constitution d'un ordre sonore par des notes. Mais c'est déjà de l'écoute musicale. Ce n'est pas de l'art, mais c'est ce même monde que vise l'art et dans ce même monde qu'il pourrait nous plonger. La preuve, je vais vous la donner. Vous êtes dans votre train, enfin dans mon train plus exactement, les bogies, vous êtes surpris, puis bon, ça va mieux, vous écoutez le rythme, ça vous berce, etc. Et puis vous rentrez dans une rêverie et vous finissez par entendre ceci. Ben, on n'entend rien. Je me tourne vers les techniciens. Ah, je reviens au point de départ. Alors, c'est la rêverie. C'est la rêverie. Mais alors, ça y est, vous vous endormez et vous vous mettez vraiment à rêver. Et vous voyez Freddie Mercury. C'est le rêve. Vous voyez comment on passe d'un univers, au fond, pas musical du tout, à un univers musical, à une musique et même à un tube. En s'endormant. Alors, il peut vous arriver, de la même façon, de voir sur un mur dont la peinture s'écaille une image de bonhomme ou de cheval qui deviendra de plus en plus nette au fur et à mesure que votre imagination la détachera du reste. Et de même, vous pourrez entendre dans la succession des cahots du train un ordre qui devient intelligible par lui-même et dont naît une musique, car nous pouvons anticiper en partie sur ce qui va suivre en fonction de ce que nous avons compris de ce qui est arrivé. Là encore, l'imagination sert de relais entre raison et perception. Nous entendons la rationalité du monde dans le sensible lui-même, car cette rationalité est doublement présente, dans l'ordre comme totalité synchronique a priori de notes, et dans l'ordre comme succession a posteriori ordonnée de notes. Pourtant, cette rationalité n'est nullement conçue par notre esprit, mais elle est perçue, réellement perçue par notre imagination, et même, dans ce que je viens d'entendre, par tout notre corps, qui l'entend dans ces événements sensibles dégagés de toute matière. Je vais prendre un autre exemple. Alors, un autre tube. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose.
Désolé d'interrompre le regretté Pavarotti. Alors, faut que je... Voilà. Donc, c'était une mélodie dont Verdi était si fier qu'il avait absolument fait en sorte qu'elle fût dissimulée avant la première pour qu'elle cause un effet, et d'ailleurs ça n'a pas manqué de le faire, un effet de choc, et ça continue sans doute de le faire. Donc c'est un tube. Je ne sais pas, peut-être que nous pourrons un jour analyser pourquoi c'est un tube, c'est extrêmement intéressant, mais je vais juste donner quelques petites remarques sans prétention analytique, ce qui donne l'effet simplement mélodique, donc musical sur l'auditeur. Et je ne parle uniquement de la mélodie ici. C'est par exemple que le sol blanche de la deuxième mesure, d'ailleurs souvent les ténors font presque plutôt avant ce sol blanche quelque chose qui ressemble plutôt à croche pointée double que deux croches comme c'est écrit. Mais si vous écoutez Caruso au début du siècle, c'est vraiment deux croches. Là, Pavarotti fait quelque chose d'intermédiaire. Bon, peu importe. Le sol blanche de la deuxième mesure, loin de paraître déterminé par sa cause physique dans le monde réel, l'instrument ou la voix nécessaire en produire le son, et malgré la fascination que nous avons pour la personnalité de Pavarotti, apparaît produit et comme nécessité par le do et le si qu'il précède, et le fa blanche de la quatrième mesure, c'est-à-dire de la deuxième paire de mesures rythmiquement identiques, apparaît non seulement causé par les deux notes si et la qui la précèdent immédiatement dans sa mesure, mais aussi par l'ensemble des notes depuis le début de la mélodie, et notamment par justement ce sol blanche de la deuxième mesure, puisque la deuxième paire de mesures est non seulement la répétition rythmique de la première paire, mais elle en est aussi la transposition mélodique à un degré plus bas. On pourrait montrer, mais je n'ai pas le temps évidemment, comment de la même manière, ou d'une manière plus complexe, étant donné le génie mélodiste de Verdi, les notes des deux dernières mesures de la phrase, les mesures 7 et 8, apparaissent elles-mêmes causées non seulement par celles qui les précèdent immédiatement, mais plus généralement produites par toutes celles qui les précèdent. À l'analyse, elles se révèlent être non seulement l'effet des deux mesures précédentes, 5 et 6, mais le compromis exact, ou encore la résultante, entre la puissance proprement causale, notamment rythmique, des mesures 5 et 6, et la puissance causale de l'ensemble comme tel des quatre premières mesures, notamment la puissance harmonique. Une analyse vraiment musicale laisserait apparaître un entrelac complexe de raisons qui tiennent à la fois au rythme, à l'harmonie et au contour, qu'il faut distinguer de la mélodie. Et je n'ai pris ici, et encore que très très rapidement, l'exemple que d'une simple mélodie, c'est-à-dire d'un des éléments de la musicalité, moins simple d'ailleurs qu'il n'y paraît, même s'il est aujourd'hui souvent décrié. Il faudrait, si l'on voulait vraiment entrer dans la pensée de la musique, analyser des exemples musicaux bien plus complexes ou plus complets. Mais cet exemple suffit à montrer comment tout change dès lors qu'on passe d'un univers sonore à une expérience musicale supposant elle-même un univers musical, ici l'univers tonal. Il y a un effet musical donc pour un auditeur dès lors que celui-ci, en entendant une suite de sons, au lieu qu'il rapporte chacun d'eux à la source physique qui le produit, les rapporte aussi, et de façon privilégiée, les uns aux autres. Plus exactement, ce que j'ai appelé la relation synchronique qui, dans l'écoute ordinaire, renvoie l'auditeur, pour des raisons pratiques, voire vitales, en tout cas fonctionnelles, d'un événement sonore à sa cause matérielle, à sa cause dans les choses, comme à son unique détermination, que se passe-t-il, devient dans l'écoute musicale une relation diachronique. Et votre tension, que se passe-t-il, est entièrement à l'intérieur de l'univers sonore. Évidemment, vos attentes, vos surprises se passent dans cet univers-là. Ça devient une relation diachronique qui, sans autre raison que le discours musical lui-même, renvoie un événement sonore à ce qu'il précède comme à sa cause déterminante. Je remarque aussi que, comme dans la causalité historique, la compréhension causale des événements apparaît toujours rétrospectivement. L'événement, même imprévu, n'est-ce pas ? Même imprévu, il a sans arrêt de l'imprévu dans le discours musical, il l'est même presque toujours, apparaît rétrospectivement comme ayant été prévisible, surtout si le compositeur est génial. Ce qui ne signifie pas nécessaire, d'autres choses auraient pu se produire. Mais dès lors qu'il est compris, c'est-à-dire rattaché à l'ensemble du contexte des événements précédents ou coïncidents.
Comme en histoire, on remonte de l'indice vers sa source. Mais ce n'est pas vous qui remontez, c'est votre oreille, n'est-ce pas? En histoire, on va chercher le contexte social, les causes immédiates, les causes profondes, les causes structurelles. En musique, cause tonale, contexte tonal, cause rythmique, harmonique, mélodique, etc. Mais l'événement imprévu, dès lors qu'il est enserré dans ce maillage causal, apparaît compréhensible et pour ainsi dire prévisible sans être jamais nécessaire. En musique, il ne s'agit pas de comprendre intellectuellement, conceptuellement, mais de comprendre sensiblement, émotionnellement. C'est exactement le même processus dans les deux cas. L'écoute va toujours de l'effet vers la cause, que celle-ci soit une cause réelle, comme dans l'écoute ordinaire, oui, ou imaginaire, comme dans l'écoute musicale. La musique transpose donc la causalité réelle, physique, qui va de la chose à l'événement, causalité requise par l'écoute ordinaire, pratique. Qu'est-ce que c'est? En une causalité imaginaire, contemplative, qui va de l'événement à l'événement. Il y a musique, dès que les différents événements sonores sont entendus comme appartenant à une seule et même série qui s'enchaîne causalement, et pourtant librement, sans nécessité. Comprendre une musique, c'est donc comprendre rétroactivement tout ce qui arrive comme déterminé par tout ce qui précède, même si ça n'était jamais entièrement prévu avant que ça n'arrive. C'est une compréhension perceptive, imaginaire. Elle est possible même à ceux qui n'y connaissent rien, comme ils disent. Il suffit qu'ils soient émus, pourvu qu'ils aient un minimum de familiarité avec la culture musicale dans laquelle cette musique s'insère. Comprendre la musique, c'est entendre dans la musique, et même dans l'air le plus élémentaire, le plus fruste, le plus plat, le plus trivial, frère Jacques. Tout le monde n'est pas malère pour en faire quelque chose. Pourquoi cette note arrive, étant donné toutes celles qui la précèdent? Et pourquoi cet accord, étant donné tous ceux qui le précèdent? Et pourquoi cette phrase, étant donné celles qui la précèdent, etc. Cela, aucun auditeur, sans doute, même le plus fin des analystes, ne peut dire. Mais tout auditeur qui entend une musique comme musique l'entend plus ou moins selon sa compétence dans l'univers musical, évidemment. La causalité musicale est comprise en tant qu'elle est entendue, non en tant qu'elle est conceptuellement expliquée. Et le plus grand plaisir réside dans la plus grande compréhension perceptive. Il consiste à entendre chaque événement musical à la fois comme imprévisible sur le moment, en même temps que rétrospectivement nécessaire, selon le génie du compositeur. Dans une musique qui nous porte, nous n'aurions pas pu prévoir le déroulement des phrases musicales successives, mais au moment même où la phrase se déploie, où elle se produit, elle nous apparaît comme nécessaire, c'est-à-dire causée par celle qui la précède, au point d'apparaître rétrospectivement comme inéluctable. Je crois qu'on en a eu de bons exemples tout à l'heure. La musique nous plonge donc dans un monde d'où les choses sont absentes, je le répète une dernière fois, et où elles ne manquent pas. Par la musique, nous sommes dans un monde que j'appelle d'événements purs, et néanmoins complet, parce que dans ce monde musical, les événements existent par eux-mêmes, identifiables, individualisables. Je fais juste la remarque que les événements, ce n'est pas un son. L'événement commence au deuxième son en musique, précisément pour les raisons que j'ai expliquées, c'est-à-dire qu'il faut un rapport causal. Dans le monde, un son, c'est un événement. Dans la musique, c'est le deuxième son qui constitue, c'est le passage au deuxième son qui constitue l'atome de l'événement. En outre, ils s'expliquent les uns par les autres, selon l'ordre de la temporalité, sans la nécessité de choses qui soient le substrat de leur individualité ou la cause singulière de leur existence. L'écoute musicale est donc une expérience perceptive complète. Les sons se suffisent à eux-mêmes. Ils sont entendus et compris comme ayant une existence et comme étant produits par eux-mêmes, ou du moins les uns par les autres. Ainsi peut-être devrait-il en aller des événements du monde tels que nous aimerions les comprendre et tels que nous ne pouvons pas les comprendre sans les choses. À la place de la définition initiale de la musique de mon enfance, que je ne renie pas, la musique est l'art des sons, et afin d'éviter le mot art, que je n'aime pas trop, on peut donc proposer celle-ci. La musique est la représentation sonore imaginaire d'un ordre autosuffisant d'événements purs. Alors en une minute, ébauche de conclusion, pourquoi la musique? Du point de vue du faire, de l'action, un être vivant rationnel a forcément besoin de musique, de faire de la musique, même l'enfant avec sa cuillère sur son assiette. La musique avec un tout petit M. Il ressent sûrement le besoin de produire lui-même des sons organisés à sa guise. Les événements et donc les sons sont ce qu'un être vivant subit par excellence et qui cause en lui
ces émotions qui ne dépendent pas de lui. C'est un monde qu'il ne fait ordinairement que subir. Ça arrive hors de lui, malgré lui, quand ça veut, quand ça peut. Et ça lui donne des émotions par la tension que la survenance crée en lui, crainte ou désir. Pour l'animal sans cesse menacé, je l'ai dit, leur advenue peut paraître inquiétante. Mais, même pour l'être vivant en toute sécurité, elle lui semble être comme la preuve permanente qu'il est lui-même comme étranger au monde. De là le besoin de produire ce qu'ordinairement on subit, de se faire le centre de cet univers d'événements sonores, d'en devenir imaginairement le maître, en se faisant l'agent de son propre monde de son, d'introduire un minimum de distinction, de causalité et peut-être même d'ordre dans ce qui se donne à moi, dans le chaos. Ainsi fait déjà le nourrisson qui s'essaye, du gazouillis au babil, à produire des sons articulés qui deviendront plus tard phonèmes, papa ou mélodie, la la la. Ainsi fait surtout l'enfant qui frappe en rythme avec sa boîte, sur sa boîte avec son bâton, même s'il n'est pas Mozart, ou qui joue avec la répétition, les ritournelles. Dès lors, les sons sont faits au lieu d'être subis, les événements étrangers deviennent actes, les siens. Les gestes se font cause des sons, le corps discipline les événements environnants, l'esprit produit des sons ad libitum et selon la règle qu'il se donne. La meilleure façon de se libérer d'un univers si étrange consistant étranger consiste à se mettre à y habiter par ses actes. Et du point de vue de l'écoute, alors, c'est la même chose. Hors des plaisirs et des émotions propres que la musique peut nous donner en nous plongeant dans ce monde imaginaire d'événements purs, émotions qui miment les mouvements mêmes de la musique et la conjonction des attentes, des surprises que nous donnent les événements du monde, la conjonction permanente de ces causalités entremêlées, la musique est comme tout art, un des moyens pour les êtres humains de s'abstraire des tensions réelles du monde de la vie, d'ordonner rationnellement, c'est-à-dire humainement, le champ perceptif lui-même et donc d'apprivoiser un peu plus le monde dans lequel ils vivent. Je vous remercie.